Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur cet espace conférence pour une conférence dédiée à la place des femmes dans le café. Ces conférences sont retransmises en live aujourd'hui sur la page Facebook et sur le site YouTube. Donc vous pouvez éventuellement, bien entendu, vous connecter. Et elles seront également disponibles par la suite en post-production. Donc, vous pourrez également revisionner toutes nos conférences. Alors, aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir 4 femmes. Mais avant ça, je voulais rapidement me présenter. Je suis Marie-Hélène Kennedy. Je suis consultante et formatrice en création d'entreprise dans le secteur du café de spécialité. Et j'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde pour parler de la place des femmes dans le café. Quel rôle, quels messages font-elles passer? Mais avant tout, le but de cette table ronde, c'est de vous convaincre, vous, mesdames, je suis heureuse de voir qu'il y a des hommes aussi parmi nous, de rejoindre une filière qui est une filière dynamique, à la pointe du progrès, qui se développe aujourd'hui de façon durable, qui est soucieuse non seulement de son développement sur toute sa filière, c'est-à-dire de la production à la tasse, et en ayant pour objectif de délivrer le meilleur produit, le meilleur café au consommateur final, un café qui à la fois va avoir du goût et qui va être bon pour la planète. C'est une filière qui laisse sa place, on va le voir, à tout un tas de positions dans la filière, des femmes entrepreneurs, des femmes torréfactrices, des femmes baristas et des femmes peut-être techniciennes. J'en ai pas cette année, mais j'espère peut-être en inviter l'année prochaine si on renouvelle l'expérience. Mais vous verrez que les métiers du café ne sont pas des métiers réservés aux hommes. On pourrait avoir l'image du barista masculin, tatoué, barbu, comme on peut avoir des images qui nous marquent. Mais on va voir que c'est une filière très inclusive. Et au contraire, avec des positions et des places à chaque maillot. Alors, pour vous faire partager cette passion du café et cette vie à multiples facettes, finalement, j'ai 4 femmes exceptionnelles. J'emploie le mot, voilà. Et je commencerai par Mélanie. Mélanie qui est juste à ma gauche. Mélanie Badet, qui est la fondatrice de Tchanké Gourmet, avec les cafés de Tchanké, qui est une des marques de Tchanké Gourmet, et qui a été sacrée meilleure torréfactrice de France, quand même, il faut le dire. Je pense que c'est important en 2019. C'est ça, bonjour. Et qui a obtenu le meilleur mélange pour espresso en 2016 et 2018. Et je crois que tu reconcours cette année. Exactement. Voilà, trop cool, on en reparlera. À gauche de Mélanie, j'ai Marie. Alors Marie Picoche, je suis super contente de t'avoir à ma table ronde. Merci. J'étais ravie de te rencontrer pendant la préparation. On m'avait beaucoup parlé de toi. Surtout ton patron, qui m'a dit que du bien. Il m'a dit c'est Marie qu'il faut. Non, pas trop, Christophe? Alors Marie est barista. Elle a gagné quand même la première place en 2021, meilleure barista de France, et vice-championne en 2022. C'est bien ça, Marie, je ne me trompe pas? Absolument. Ouais, super cool. Alors aujourd'hui, Marie, on va en parler avec toi. C'est que non seulement elle est barista, mais on va voir comment elle a fait évoluer son poste de barista pour aller travailler sur la qualité chez Terre de Café. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça vous montre comment, quand on rentre dans une filière, on s'y intéresse, on peut après évoluer dans cette filière. Troisième personne à gauche, tiens, je vais commencer par Leslie. Non, je vais commencer par Maria dans mon ordre de présentation. Maria Hernandez, qui est entrepreneuse, torréfactrice et qui a développé maintenant, il y a plus de 8 ans,
un concept de torréfaction collaborative. Et honnêtement, moi qui forme maintenant depuis 3 ans des projets en torréfaction, je pense qu'à chaque fois que je cite le nom de Beans on Fire, on me dit « Ah oui, je connais ». The Beans on Fire, voilà. Donc il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, The Beans on Fire, et elle nous le dira, c'est 26 projets de torréfaction collaborative qui permet d'abriter des torréfacteurs en devenir pleinement, puisqu'ils s'entraînent et ils développent leur marché et ils débutent en partageant un torréfacteur. Et du coup, Maria nous expliquera aussi comment elle en est arrivée là et avec quel associé. Et je terminerai, alors, comme on dit en anglais, last but not least, hein, Leslie Gontard, torréfactrice qui a lancé sa torréfaction aussi, donc hyper intéressant, Gram, très connue. Son entreprise qui se développe aujourd'hui dans l'univers de café de spécialité. À la fois, tu vas nous en parler pour le particulier, mais pour le CHR. Et donc, un café que j'ai eu l'occasion là aussi de découvrir, qui est magnifique. Et Leslie va nous parler de son métier de torréfactrice qui, elle, est avec un associé et une personne. Maintenant, je crois que tu as recruté. Donc, on aura cette perspective d'avoir une torréfaction artisanale avec peu de personnes, une petite équipe. Et du coup, c'est un métier, on va le voir, qui est quand même passionnant, mais qui est très demandeur au niveau du physique, de l'intellectuel. Alors, on va commencer par Mélanie. Mélanie, je te laisse la parole et puis je te demande un peu, allez, parle-nous de ton parcours et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu en es arrivé à racheter une entreprise de torréfaction. Alors, déjà bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter. Pour moi, l'aventure a commencé en 2005. Je suis ingénieur agronome de formation et pendant mes études, j'ai eu l'occasion de partir en stage. Et sur une lubie, j'avais envie de partir au Pérou. Et j'ai atterri complètement par hasard dans une coopérative de producteurs de café en Amazonas. Et en fait, là, ça a été un véritable coup de foudre, alors que je me dédiais initialement à l'océanographie, donc on en est quand même très très loin. Et en fait, j'ai eu un véritable coup de foudre pour ce produit, surtout pour la partie, la culture, vraiment la partie agronomique au tout départ. Je suis rentrée en France et en fait, j'ai tout de suite cherché à approfondir mes connaissances sur la caféologie et la culture caféière. Je suis donc ensuite partie à l'université au Mexique. Et là, je me suis formée, j'ai passé un bachelor, un début de master en caféculture, caféologie. Voilà, où je me suis diplômée et j'ai continué à approfondir. Et en parallèle de ça, j'ai travaillé avec des producteurs de café sur l'amélioration des process après la récolte pour améliorer la qualité du café à la tasse. Donc ça, on est donc maintenant en 2007. Ça commence à dater un petit peu. J'aimais d'autres choses au-delà du café, donc j'ai aussi développé des études dans d'autres sujets, notamment dans l'économie agricole. Et puis je suis rentrée en France, j'ai terminé mon cursus classique et puis j'ai commencé à d'abord travailler plutôt dans le domaine de l'économie agricole. Et un petit peu de temps se passe et en 2013, j'ai l'occasion je vois une annonce en fait de travail passer. Et là, c'était un poste de chef d'atelier dans une torréfaction de taille moyenne. Et je dis, bon, allez, c'est l'occasion, je tente le coup. Donc là, on est en région bordelaise. Et je passe l'entretien et je suis prise. Et là commence une nouvelle aventure, puisque c'est dans une scope. Donc je fais partie des sociétaires de la torréfaction. La torréfaction a énormément de projets sur l'origine.
Donc ça nous permet d'avoir énormément de liens avec les producteurs. Et je vais profiter de mon poste dans cette société pour aussi acquérir, alors confirmer et continuer d'apprendre le métier de torréfactrice que j'ai vraiment appris quand j'étais chef d'atelier dans cette torréfaction auprès de mes pairs. Et puis voilà, puis bon, j'ai continué à développer ça. Et ensuite, je me suis formée auprès de l'ASCA pendant que j'étais en poste. Aussi bien sur la sélection de café vert, la dégustation et la torréfaction. L'entreprise dans laquelle j'étais a continué de grandir et est devenue très très grande. À la fin, j'étais directrice de site d'une grosse usine de torréfaction. J'avais appris énormément de choses, mais le poste que j'occupais était un petit peu plus loin de mes préoccupations. Je me trouvais un petit peu trop loin du produit. Donc j'ai décidé de quitter la société et de monter mon propre projet. Je ne savais absolument pas à ce moment-là ce que j'allais faire. Exactement, je savais que ça serait du café, de la torréfaction, mais je ne savais pas si ça allait être une petite brûlerie de quartier, un coffee shop ou une structure plus grande. Le hasard fait bien les choses. À ce même moment, il y avait une torréfaction qui était à vendre pas très loin de chez moi. J'ai fait une proposition, je l'ai rachetée et donc à cette époque-là, donc c'était il y a bientôt 4 ans, c'était une toute petite société. J'ai commencé toute seule et aujourd'hui, on va dire qu'on a multiplié le tonnage par 10 et on est aujourd'hui 9 collaborateurs. Voilà. Super, merci Mélanie. Du coup, je reviendrai à toi justement pour te parler aujourd'hui où tu en es, comment tu as développé ton activité. Mais je voudrais que Marie nous parle un peu de son parcours. Alors Marie, toi, tu n'es pas entrepreneur, hein? Voilà, peut-être tu le sauras un jour, on ne sait jamais. Qui sait? Voilà. Mais tu es aussi la toute petite Benjamine de ce petit groupe de femmes. Et donc, du coup, parle-nous, toi, comment tu es arrivée dans le café et puis, voilà, comment tu es arrivée à barista et aujourd'hui à t'intéresser à la qualité. Alors, je pense comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont baristas, ça a commencé par un job étudiant. Voilà. Au départ, si on m'avait dit que j'allais, entre guillemets, finir barista, même si j'ai encore du chemin devant moi, je pense que j'aurais beaucoup ri. Je ne buvais pas de café avant de commencer mes études en géographie et en lettres. Et finalement, je me suis retrouvée, il y a maintenant bientôt 7 ans, à faire du café dans un espace de coworking qui proposait du café de spécialité. Donc ça a été la première fois que j'ai goûté du vrai bon café, qui goûtait le café, qui ne goûtait pas le charbon. Et j'ai rencontré, au fil de mon parcours dans cette entreprise-là, des personnes passionnées qui, au départ, m'ont appris le latte art, qui m'ont appris à mettre du sirop dans des macchiatos ou alors à extraire un expresso correctement sans forcément le peser. De là, je suis devenue responsable pour l'ensemble du groupe du café. Donc voilà, on avait une dizaine d'établissements en tout. À l'époque, j'avais, je crois, 22 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui m'intéressait. J'avais beau bien gagner ma vie, avoir un bon rythme de vie, ça m'intéressait pas. J'avais envie de m'intéresser vraiment au café. Et puis j'avais toujours toute l'implication et l'intérêt que la géographie avait éveillé en moi pour la durabilité, pour une vision globale finalement du monde dans lequel on vit, qui continuait un petit peu à me titiller. Donc là, j'ai postulé chez un torréfacteur parisien qui avait aussi un coffee shop qui marche très très bien, où j'ai pu devenir assez rapidement formatrice, excusez-moi, formatrice et faire un début de contrôle qualité. Et finalement, je me suis encore rendu compte que la formation c'est bien, et que moi aussi j'avais besoin d'être formée, que j'avais besoin d'être encore plus stimulée que ce que mon quotidien m'apportait déjà. Et donc ça fait bientôt 2 ans que je suis chez Terre de Café. J'ai fait 1 an barista. Au bout d'1 an, surprise, je me retrouve à gagner les championnats barista au CIRA à Lyon. Et finalement, en janvier dernier, on m'a proposé le poste de responsable qualité à Terre de Café. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai un quotidien bien rempli, bien stimulant, avec une équipe
bien remplie, bien stimulante. Et voilà. Super. Écoute, c'est vachement intéressant. Je pense que tu fais passer comme message parce que c'est vrai qu'on peut, comme tu dis, arriver dans le café un peu par hasard. Et finalement, ce par hasard va devenir notre carrière, va devenir une passion. Et quand tu dis j'aimais pas le café, je trouve ça encore plus vraiment encourageant parce que c'est vrai que y a plein de gens qui disent ah non, mais moi je goûte pas le café, je n'aime pas le café. Et quand on commence à déguster du café, moi j'explique. Alors, je ne suis pas professionnelle de la dégustation, hein, loin de là, mais disons que quand je servais des cafés aux clients et que j'essayais de leur faire comprendre les arômes et la palette aromatique, je pense pour le français de parler du vin, c'est un bon, ça parle aux gens, quoi. Et on commence à dire par le vin, écoutez, quand vous allez déguster du café, il faut que vous disiez que vous découvrez du vin. Voilà, et ça va vous... Alors du coup, ça parle un peu plus, donc c'est bien de se dire, même quand a priori on n'a pas d'appétence particulière, on peut rentrer dans le café par la cuisine. Moi, j'étais passionnée de cuisine. Et quand j'ai monté mon coffee shop, ce qui m'intéressait aussi avec le café, c'était servir de la cuisine de qualité. Et aujourd'hui, je pense que la cuisine, c'est une bonne entrée en matière pour le café. Donc, c'est super. Merci, Marie. Bien entendu, on va revenir après sur ton parcours et tes passions. Maria, toi, c'est différent. Hein, de ton côté, ta famille était dans le café, je crois. Hein. Tout à fait, c'est ça. Et tu as quitté et tu es revenu. Exactement, voilà. C'est ça. J'ai attendu à que mon père vende sa ferme et 5 ans après, j'ai décidé de rentrer dans les cafés. Voilà, c'est un peu le monde à l'envers, mais c'était comme ça. Donc, pour la petite histoire, je suis colombienne. Je suis arrivée en France il y a 15 ans. Et c'était un peu mon rêve d'enfance d'un jour apprendre à parler la langue de Molière. C'était mon rêve quand j'étais petite. Pour moi, c'était mon rêve. Voilà. Donc, très jeune, j'ai dit à mes parents, et le jour où j'ai fini mes études, je pars vivre en France. Et mon père, il m'a dit, mais t'es folle, mais non, absolument pas. Tu restes ici, tu vas continuer avec la ferme. On a déjà un business familial. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Je veux continuer mes études, je veux apprendre une langue, je veux vivre toute seule. Et donc, je suis arrivée en France quand j'avais 23 ans. Et j'ai fini mes études et j'ai commencé à travailler. Du coup, première année, j'avais fait une carrière en sciences politiques. Après, j'aurais pris un master en management. Et après, 5 ans dans les finances. Et le jour où j'ai eu mon passeport français, j'ai démissionné. Et là, j'ai dit, c'est bon. C'est ma liberté pour faire ce que j'ai toujours rêvé de faire sans le savoir, en partie. Et c'était d'avoir un projet qui pouvait me permettre d'avoir un pied en Colombie tout en restant en France. Et les cafés, c'était une évidence pour moi. Et donc, depuis, ça fait bientôt 8 ans. Merci Maria. On va revenir après sur ton idée de création de torréfaction collaborative et puis on parlera d'Andrés, ton associé bien entendu. Mais avant ça, je voudrais qu'on donne la parole à Leslie. Alors Leslie, toi, tu es chef d'entreprise de torréfaction que tu as créé de scratch. Pour le coup, tu n'as pas racheté. Toi, tu as créé ta marque. De zéro avec... en 2014. Avec mon associée Véronica, avec qui je me suis formée à la Caféothèque, une année avant Maria d'ailleurs. Moi, je viens de l'univers de la pâtisserie. En fait, j'ai passé un CAP pâtisserie à l'école Ferrandi. Et c'était en faisant mes éclairs au café que j'ai commencé à m'intéresser à l'ingrédient. Et là, j'ai découvert tout l'univers et la complexité du café. C'est-à-dire qu'avant, je ne buvais pas de café. Je trouvais ça infâme, mais je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai vu la première torréfaction de ma vie avec ces odeurs de café fraîchement torréfié, j'ai eu comme ça m'a fait une décharge électrique dans le corps. Ça a éveillé tous mes sens. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment un métier complet qui fait appel à tous les sens, que c'est intellectuel, c'est physique, c'est spirituel, c'est sensoriel. Et j'ai dit, tiens, c'est un métier qui me ressemble, qui est vraiment complet. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure, il y a maintenant 9 ans. Sauf que au début, on se dit, on n'a pas de local, donc c'est ça qui est compliqué. Et j'ai démarré dans une maison familiale à 1h30 de Paris, en Champagne. J'ai fait un trou dans la fenêtre, j'ai fait l'extraction. J'avais un petit topper 3 kilos et puis je torréfiais et j'allais livrer mes clients restaurateurs moi-même en fin de semaine à Paris. Donc je faisais des allers-retours. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on a pu enfin ouvrir notre propre coffee shop au Perreux-sur-Marne.
Et là, on a enfin la relation directe avec le client et le plaisir qu'on amène tout de suite voir des sourires. Ça, c'est un vrai plaisir dans le métier. C'est dur, c'est physique, on fait beaucoup de recherches. Mais quand on a le sourire du client ou du chef ou du barista, ça, c'est une vraie récompense. C'est-à-dire qu'avant, j'étais cadre dans une entreprise. Aujourd'hui, je suis artisan. Je gagne moins bien ma vie, mais j'ai ce plaisir. C'est mon petit luxe à moi, quoi. Voilà. Et la liberté, j'imagine. On est libre et pas libre, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup d'heures, hein, pas forcément très bien rémunéré, mais on est dans des métiers passion, quoi. Donc ça, c'est chouette. Oui, alors métier passion, effectivement, on pourra parler de la rémunération, mais peut-être pas tout de suite. On va pas, mais effectivement, on va d'abord parler de passion et de goût. Alors, par contre, moi, je voudrais un peu qu'on revienne sur vos parcours en vous disant, m'expliquant, est-ce que vous sentez que vous avez eu des... Alors en particulier pour les entrepreneurs, mais même pour toi, Marie, est-ce que tu as senti qu'il y avait des freins dans votre création d'entreprise? Quelles sont les choses auxquelles vous attendiez pas et les barrières que vous avez levées? Et toi, Marie, non pas dans la création d'entreprise, mais plutôt pour l'évolution de ton métier. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir, à faire les concours, hein? D'ailleurs, on va commencer par toi. Comment tu as eu l'envie de te présenter au concours de barista, par exemple? En regardant des vidéos sur YouTube. J'étais encore barista dans mon tout premier job. Et je ne sais même plus comment je me suis retrouvée à tomber sur cette vidéo, mais d'une personne qui faisait une présentation de barista, donc la catégorie que je fais. Et j'ai été émerveillée par sa prestation et je me suis dit, je veux faire ça dans ma vie. Voilà, je veux raconter des histoires, je veux m'amuser à servir 4 espressos, 4 cappuccinos, 4 boissons signature en un quart d'heure et m'entraîner pendant des mois à réussir à le faire. Voilà, parce que j'ai vu cette personne le faire. Après, j'ai rencontré d'autres personnes, enfin d'autres femmes qui faisaient de la compétition cette année-là, notamment Caroline Noirbuisson qui à l'époque était chez Coutume et c'était eux qui nous fournissaient le café. Je lui ai dit ce que j'entends aujourd'hui beaucoup et ce que j'essaye un peu de contrecarrer, mais je pense qu'on reviendra là-dessus après. Je lui ai dit, j'ose pas, j'ai rien à dire, je sais pas quoi faire. En fait, je suis personne. Pourquoi est-ce que j'irais? Elle m'a dit, non. T'as envie d'y aller? Vas-y, t'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Essaye. Finalement, les choses ont fait que je me suis présentée qu'en 2021. Et à ce moment-là, j'étais très bien entourée par une équipe qui, aujourd'hui, me pousse encore au-delà de la technique, de la découverte de l'extraction, etc., à avoir cette confiance en moi, à comprendre que cette légitimité-là, que j'attendais qu'on me donne ou alors que je pensais gagner en gagnant, pas du tout. C'est juste, il faut un moment décider qu'il ne faut pas attendre de légitimité de la part des autres. Voilà, je crois que j'ai un peu dévié, mais c'est l'idée. Alors, super intéressant. Maria, je crois que toi, tu vas rebondir là-dessus, sur la légitimité aussi en préparant cette table ronde, tu nous as parlé de ta légitimité en tant que torréfactrice. Tout à fait. Et du coup, je me suis rendu compte plus tard qu'en effet, au début, j'avais cherché à faire X formations différentes pour justement légitimiter mon projet, ce que j'étais en train de faire. Et il y avait une partie comprendre ce que je faisais, c'est un nouveau métier. Et torréfacteur, c'est pas juste en lisant des livres qu'on va le prendre. Mais c'est aussi, il y avait un côté d'être légitime. Et je me suis retrouvée à un moment donné à la course aux formations. Je faisais des courses en Norvège, en Colombie, en France, partout. Et j'apprenais des choses très intéressantes, certes. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, mais arrête, c'est bon. Tu as déjà assez de connaissances. Tu vas toujours continuer à apprendre. C'est un chemin. Mais il faut commencer à en faire. Il faut commencer à produire. Il faut commencer à se tromper. C'est finalement comme ça qu'on va apprendre. Et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se former. C'est très important de se former. C'est inspirateur. Mais on ne doit pas se former juste pour être légitime. C'est parce que c'est hyper important de comprendre notre métier, mais surtout de se faire confiance et de faire les deux, de se former et en même temps se confronter à la réalité.
Bien sûr. Donc en fait, ce qu'on peut retenir, c'est peut-être que effectivement la formation a un rôle qui va permettre de se donner une certaine assise et une certaine confiance. Mais effectivement, la course aux qualifications ou au diplôme, c'est pas ça qui va nous donner au regard des autres finalement cette légitimité. C'est un peu cette prise de conscience que l'on a, nous, femmes, et on parle souvent du plafond de verre hein, pour les femmes, peut-être un peu plus que pour les hommes. C'est des sujets récurrents hein, sur les tables rondes de femmes où on se met un peu ce plafond de verre et en se disant est-ce que je suis légitime. Donc ce qui est super intéressant, c'est le message je crois que vous faites passer, c'est qu'aujourd'hui à un moment donné il faut y aller quoi. C'est votre passion, c'est votre personnalité qui va faire que vous allez réussir dans ce domaine et il n'y a pas de doute. Alors Maria, parle-nous quand même un petit peu sur ton idée de torréfaction avec Andrés. Donc toi tu as fait comment? Tu t'es lancée toute seule, avec un associé? Oui, alors depuis le début, on était deux. Et c'est une idée qui n'est pas venue de moi. C'est une idée qui est venue de plusieurs personnes. Et du coup, mon associé Andrés, que j'ai eu la chance de connaître grâce à Gloria et à la Caféothèque, qui a inspiré énormément de gens et des projets. Je pense qu'aujourd'hui, ici, dans les salons, il y a énormément de gens qui ont créé leur projet grâce à la Caféothèque. C'est un lieu très inspirant. Et c'est l'été pour Beans on Fire. C'est là où tout a démarré, avec un café sur une table, avec Gloria, avec Andrés. Et on se disait, bon, on a envie de créer une torréfaction, un lieu ouvert où on puisse apprendre, torréfier à la demande, et un atelier ouvert où les gens puissent venir et torréfier un peu, apprendre, se former, créer, tester un projet. Et le jour où ils sont assez grands pour avoir leur propre machine, leur propre espace. Et là, ils sont prêts pour démarrer leur propre torréfaction. Donc, c'est de là où est venue cette idée de pouvoir créer un lieu ouvert et pour accueillir, pour incuber des porteurs de projets dans la torréfaction. Absolument. Alors, c'est vrai que la Caféothèque, on a la chance d'avoir Gloria, là, de Gloria, dans le public. Alors, qui a été formé à la Caféothèque? Voilà, regardez dans le public déjà. Donc on est beaucoup à avoir été passé par le hub du café de spécialité, le hub parisien où tout le monde connaît la Caféothèque nationale, internationale. Donc merci Gloria en tous les cas, qui a su fédérer beaucoup et donner de l'amour du café. Moi Gloria, tu m'as apporté cette découverte, je me revois encore quand tu m'as donné, bon excusez-moi, c'est une petite anecdote, mais je pense que je ne te l'ai jamais dit, mais tu m'as offert ma cuillère de cupping à la fin de la formation, que j'ai toujours gardée, que j'ai fait graver avec marqué Quirky, tu vois. Et voilà, ça fait partie des gens qui vous inspirent. Et c'est vrai que le café, c'est un métier de passion et un métier d'envie. C'est Gloria qui a initié le café de spécialité en France. C'est une femme, donc c'est quand même important de le souligner et pour lui rendre hommage. Du coup, toi, excuse-moi Leslie, parle-nous un peu, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que toi, pour le coup, aussi, tu as démarré, enfin vous étiez deux aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti comme barrière concrètement hein, parce que là, on peut rentrer un peu, c'est quoi le parcours du créateur d'entreprise, la formation, le local, l'argent? Oui, un tout. C'est vrai que les vraies barrières, déjà, c'est trouver un local pour poser sa machine. Parce que moi, j'ai quitté mon ancienne entreprise, j'ai mis toutes mes économies dans un torréfacteur. Et je me disais, mais où est-ce qu'on va le poser? Donc déjà, c'est vraiment du pratico-pratique. Et donc, pendant 3 mois, on a cherché un local sur Paris. Et là, il faut faire attention parce que dans Paris, il y a des endroits plus ou moins compliqués. Il y a des loyers qui sont prohibitifs, qui sont vraiment, ça peut monter jusqu'à 2500 €, 5000 €. Donc, on a eu ce frein économique au départ. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va pas se laisser, on va pas freiner le projet pour ça. J'ai la maison de ma grand-mère à 1h30 à la campagne de Paris. On y va. Sinon, c'est pas la perfection, c'est pas ce qu'on aurait rêvé, mais ça permet au moins de démarrer le projet. Donc du coup, c'est pour ça que c'était plus long. C'est vrai que quand on démarre tout de suite avec un local, on a plus de visibilité, plus de retombées presse, etc. Donc moi, j'étais cachée dans ma tanière, dans la forêt. Et donc, c'était beaucoup plus long pour se faire connaître. Par contre, le bon côté de ça, c'est que j'ai pu faire beaucoup de R&D.
C'est-à-dire qu'au début, beaucoup de tests de cuisson, de cupping pour apprendre déjà à faire un bon profil de café en fonction des cafés qu'on source. Et j'ai été aussi itinérante, j'ai fait le tour de France pour faire des centaines de dégustations avec des gens pour comprendre le palais des gens. Déjà juste, est-ce que les gens veulent de l'acidité, de l'amertume, déjà sonder, prendre la température du terrain, etc. Donc ça a été, au début c'était un handicap, mais j'ai essayé de le transformer en force en fait, pour après, quand on ouvre son coffee shop, arriver avec des bases solides. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert ma torréfaction, j'étais à l'aise avec ce que je proposais comme café et pouvoir en parler correctement. Voilà. Alors, du coup, concrètement, comment tu as fait les premières années pour vivre? Tu as pu bénéficier, tu avais peut-être bénéficié d'une rupture conventionnelle? Voilà, c'est ça. Rupture conventionnelle. Après, j'ai mon conjoint aussi qui soutient pour la partie logistique, loyer, etc. sur place. Donc ça, c'est vrai que c'est important. De ne pas être seul non plus pour monter le projet. Et ensuite, rapidement, là, il faut aller chercher ses clients de zéro. Donc, moi, je suis qui? Je suis personne. Personne ne m'attend. En face, j'ai des très bons torréfacteurs de café de spécialité. J'ai Nestlé, j'ai Richard. Enfin, personne ne m'attend. Donc, comment je me démarque? Comment on se fait connaître et on se fait une petite place, en fait. C'est ça qui était difficile. Alors, justement, comment tu as convaincu tes premiers clients? Alors, on était sur du particulier ou plutôt du professionnel? Moi, c'était que du B2B. J'ai démarré, c'était vraiment les chefs. J'ai eu du réseau par mon école de cuisine. Donc, j'ai démarré pas mal avec des gens avec qui j'ai fait la pâtisserie. Parce que là, il y a une écoute, puisque j'ai travaillé en labo. Du coup, là, il y a une écoute technique de la part des chefs. Donc, ça, c'est sympa. Donc, c'est les premiers chefs pâtissiers. C'est aussi Florence à Chantilly, qui a un très beau coffee shop, qui a été formé aussi chez Gloria, qui travaille nos cafés. Donc, il faut les premiers clients qui initient, qui font confiance et qui vont faire la première marche pour après développer le projet. Les plus durs, c'est les premiers clients, parce qu'après, les clients d'après, quand ils voient qu'on a déjà démarré des clients, il y a la confiance, c'est plus facile en fait. Le premier, c'est les premiers clients. Donc, il faut faire beaucoup de dégustations, il faut être près de son client, beaucoup de conseils, être à l'écoute, beaucoup d'écoute. Voilà. Et au niveau argument commercial, ce qui était le plus dur à convaincre, est-ce que c'était le prix qui jouait beaucoup? C'était ta marque qui n'était pas connue? C'était le fait que tu dises café de spécialité? C'était quoi, à ton avis? Oui, alors déjà, il y a le type de client. C'est-à-dire que quand vous allez voir un client, un bar qui est en plein cœur de Paris, qui a une machine 3 groupes, qui a l'habitude de travailler des cafés un petit peu industriels, plus industriels on va dire, qu'il achète très peu cher, mais qu'on lui pose la machine, on lui offre la machine, il ne comprend pas quand on vient, qu'on lui propose un café un peu plus qualitatif, plus cher, on lui explique les milliers d'heures de travail qu'il y a derrière, mais pour eux le critère prix vient en premier. Donc déjà il faut sélectionner les clients qu'on va voir, parce qu'on sait que si le critère premier c'est le prix, on sait qu'il n'y aura pas l'écoute. C'est comme si on mettait des coups d'épée dans l'eau. Donc il faut aller chercher ces 5-10% de gens qui ont une approche, qui ont une envie d'aller jusqu'au bout de leur démarche, que ce soit un restaurateur qui va aller soigner sa fin de repas, ou un barista qui sait déjà, qui connaît l'histoire, l'univers, et qui va pouvoir déjà écouter et accepter déjà juste d'avoir des échantillons. Bien sûr. Et du coup, tu les repérais comment, ces gens-là? Ils venaient vers toi ou par bouche à oreille, ou toi tu y allais? Alors au début, c'est nous qui allons, on va taper aux portes, on va se présenter, puis après petit à petit, il y a des gens qui commencent à venir vers nous parce qu'on commence à avoir de la visibilité. Mais le plus dur, c'est les premiers. Enfin, ouais. Donc finalement, tu nous expliques qu'il faut être un peu couteau suisse quand on se lance en torréfaction de scratch. Oui. Il faut être torréfacteur, il faut être importateur, acheteuse de café vert. On n'a pas parlé de ça, mais on pourra en parler. Il va falloir, j'imagine, mettre en sachet, créer sa marque. Voilà. Tout. Ouais, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Si je prends mon parcours depuis 9 ans, il n'y a pas une année qui se ressemble par rapport à l'autre. On évolue lentement parce qu'on n'a pas des fonds derrière.
Mais c'est vraiment passionnant parce que chaque année, on se dit quelle pierre on va poser, comment on réorganise l'équipe, Alors, on va revenir sur les 3 dernières années, mais d'abord, je voudrais demander à Mélanie. Alors, toi, au contraire, tu n'es pas partie de scratch. Toi, tu avais déjà une petite base, enfin petite, je ne sais pas, je ne connais pas, voilà. Si, mais petite. du coup, comment tu as perçu ton rôle de torréfactrice et d'entrepreneuse? Comment tu as eu cette vision et qu'est-ce que tu as fait de ta société, du coup? C'était quoi ton but? Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma société? Alors, en fait, je pense déjà, je me suis toujours sentie entrepreneur. Enfin, ça a été... je suis d'une famille d'entrepreneurs. Je suis mariée à un homme qui est double actif, entrepreneur et salarié à l'époque, dont les parents sont entrepreneurs. J'ai un de mes frères qui est entrepreneur. Enfin bon, je pense que c'est quand même aussi une culture familiale qu'on avait. Et à chaque fois, quand j'ai été salariée, j'ai toujours fait comme si c'était ma société, comme si j'étais entrepreneur. Et c'est ça aussi qui m'a permis parfois de grimper les échelons dans des sociétés, que ce soit des très grands groupes de distribution dans lesquels j'ai travaillé et aussi une petite torréfaction qui depuis est devenue une très grosse entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, et en soi, c'est pas très important, mais il faut avoir quand même cet amour de l'entrepreneuriat avant de se lancer à son compte. Mais la question, c'est surtout, je pense pour moi, comment j'ai réussi à me sentir légitime, on en parlait tout à l'heure, en tant qu'entrepreneur, en tant que torréfactrice, voilà. Et finalement, c'est pas si vieux, alors que j'ai commencé quand même, j'ai mis mon premier pied dans le café en 2005, et je me suis sentie légitime en 2019. Ça fait un sacré chemin. Et je me suis sentie légitime quand j'ai eu mon entreprise, que je faisais du coup exactement ce que je voulais faire. Et en plus, j'ai eu une reconnaissance de mes pairs. Alors, même si on dit qu'elle n'est pas importante, le regard des gens change. Et moi, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Et à me dire, bah oui, en fait, je goûte ce que font plein d'autres gens. Et finalement, ce que je fais, moi aussi, c'est très, très bien. C'est peut-être différent, mais c'est très, très bien. Et pourtant, je connaissais bien mes confrères et j'ai souvent eu énormément de bienveillance. J'ai jamais trop ressenti de compétition avec eux. Il y a autre chose dont j'aimerais parler, qui est un vrai tremplin et qui l'a été pour moi, c'est le bénévolat et l'association, l'associatif. Moi, j'ai eu la chance de faire partie du bureau de la SCA France. On n'est pas obligé de faire partie du bureau, on peut être bénévole sur des événements. On apprend énormément sur les différents métiers qu'il y a dans le monde du café. On rencontre énormément de gens, des gens qui sont installés, des gens qui sont porteurs de projets, des gens qui n'ont rien à voir, qui sont juste amateurs, qui aiment le produit. Ça permet de beaucoup échanger. Et ça, pour moi, ça a été vraiment des expériences très, très riches. Pendant 3 ans, à organiser les concours, dont le premier concours de l'ASCA de torréfaction qu'on avait monté à l'époque pendant la foire de Paris. Enfin voilà, des gros événements. J'ai appris du coup aussi cette organisation logistique d'événements. Ça m'a appris plein d'autres choses. Ça m'a appris des nouvelles lames dans le couteau suisse. Des nouvelles compétences. Des nouvelles compétences. Et voilà. Et vraiment, je voulais revenir sur ce côté bénévolat qui est hyper important. Enfin, Christophe, tu es là et je pense que c'est via l'ASCA que je t'ai rencontré la première fois. C'est possible. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui a pour moi été vraiment, vraiment essentiel. Oui, merci Mélanie de dire ça, parce que c'est vrai que en tant que formatrice, nous, on invite les porteurs de projets qui se lancent dans le domaine à avoir une expérience professionnelle. Mais c'est vrai que je ne pense pas toujours à leur parler de la SCA et du bénévolat. Je sais que y a Eva qui est parmi nous qui l'a fait. Je pense qu'il y a d'autres, j'ai rencontré encore là sur le concours des bénévoles, et c'est vrai que ça peut être une entrée en matière intéressante pour se créer un réseau, pour se créer déjà une idée un peu plus précise de ce qu'on va faire et comment on va le faire, et est-ce qu'on est
plus finalement torréfaction? Est-ce qu'on est plus extraction? Est-ce qu'on est plus voilà. Et c'est vrai, comme on l'a dit, il y a voilà, il y a plein de choses à découvrir et ça permet un peu d'observer et de voir plusieurs choses et de se créer un réseau. Exactement, ce réseau, moi je pense qu'il est vraiment essentiel. Hein. C'est important de pouvoir échanger avec des gens de différents horizons. Et je vois Gloria qui est en face de moi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer à la Caféothèque une jeune femme qui s'appelle Maria André Negreros, qui est guatémaltèque, et que j'ai rencontrée là-bas et avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Et je suis son parcours au Guatemala. Et c'est elle aussi un magnifique parcours entrepreneurial. Et voilà. Et des gens que j'ai rencontrés qui étaient bénévoles. Je pense à Antoine Suarez qui, là, par exemple, présente le concours de meilleur torréfacteur de France. Voilà, et quand je l'ai rencontré, il sortait de l'école hôtelière et il ne savait pas, il mettait à peine un pied dans le café. Donc, c'est chouette aussi de suivre après, sur le long cours, tous ces parcours. Et moi, ça m'a... Enfin, en tant qu'entrepreneur et dans mon parcours entrepreneurial, vraiment ce réseau et le bénévolat a été très très important. Merci. Alors, moi, je voudrais un petit peu qu'on parle, parce que c'est bien de parler des femmes dans le café et des places, mais enfin, vous êtes toutes des expertes. Et moi, j'aimerais un peu vous parler des 3 années qui viennent de se passer, là, du Covid. Et en quoi ça vous a affecté dans votre business, chacune d'entre vous. Et je voudrais commencer, Marie, par toi. Est-ce que... déjà, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans chez Terre de Café pendant le Covid? Et qu'est-ce qui a changé dans ton métier dû au Covid finalement? Est-ce que tu as eu des nouvelles missions? Est-ce que vous avez eu des nouveaux clients? Est-ce que vous avez eu des nouvelles perspectives? Qu'est-ce que ça a changé les années Covid? Alors, les années Covid, encore une fois, je pense pour beaucoup de personnes, pour moi, ça a été la transition qui m'a fait quitter mon ancien employeur. Et encore une fois, le déclic de qu'est-ce que je veux dans la vie, en fait, où je veux aller. Et encore une fois, je pense comme pour beaucoup de personnes, l'occasion de prendre le temps de m'écouter, de prendre un peu de recul, un peu de repos éventuellement. Et donc moi, je suis arrivée en décembre 2020. 2020. Recrutement en plein Covid. Voilà. Recrutement en plein Covid. Ça faisait déjà quelques temps que je l'ai travaillé au corps parce que j'avais vraiment envie de venir bosser là. Donc je suis arrivée... je ne sais plus à quelle vague on en était parce que j'ai perdu le compte. Mais on portait encore le masque. À ce moment-là, j'étais juste en service. Voilà. Donc, à ce moment-là, très honnêtement, avoir une vision sur la situation à ce moment-là globale, il me semble que au niveau des commandes web, du coup, on était plutôt bien. Voilà, on me mime les yeux qui transpercent le plafond, donc ça s'est bien passé. Donc finalement, je crois que Terre de Café, ça allait. Pour le coup, moi, mon expérience, ça a été plus de m'investir et de reconstruire cette équipe-là après des mois sans avoir de contact avec des collègues, des contacts avec des clients qui, au départ, en plus, étaient un peu lointains, si on se rappelle bien. Voilà, ça, c'était la réalité dans laquelle j'étais à ce moment-là. La réalité dans laquelle je suis maintenant, elle est complètement différente parce que en étant responsable qualité, je me retrouve à cuper, donc goûter la production d'une semaine et ensuite à comprendre comment le café s'extrait. Le Covid est loin. Le Covid est loin parce que y a du boulot. Voilà, on a beaucoup d'actualités en ce moment qui seront annoncées en temps et en heure, je pense. Voilà, le Covid, pour le coup, pour moi, ça a été plus positif parce que ça m'a fait faire encore un pas vers ce que je veux, parce que j'ai toujours eu don de faire ce que je voulais dans la vie et que c'était moi qui décidais et que j'allais là où je voulais. Finalement, ça m'a guidée là-bas, même dans des circonstances qui n'étaient pas très propices au recrutement. Voilà.
Super intéressant parce que c'est vrai que le Covid, ça a été beaucoup de déclencheurs. Hein. Nous, on a énormément de gens qui sont venus nous voir en disant on a envie de changer de vie, on en a marre d'être derrière notre ordinateur, et le café avec son côté à la fois sensuel, aromatique, rappel à l'enfance, manuel, bah, ça fait bouger les gens. Du coup, toi, Leslie, comment tu as vécu les années là, aujourd'hui, ça donne quoi, toi, en post-Covid? Alors nous, comme on avait une activité B2B, enfin restauration importante, que les restaurants ont fermé, donc on a perdu toute cette partie de l'activité. On est retombé sur nos pattes par le télétravail parce que les gens buvaient plus de café chez eux. Donc les gens venaient nous acheter du grain ils se sont beaucoup équipés avec des machines à grains et broyeurs intégrés pour faire leur café à la maison. Et donc on a réussi à retomber sur nos pattes, mais on a eu des petites frayeurs. Là aujourd'hui ça se rééquilibre, mais on a eu un peu peur. Ouais, non, mais ça a été. Et Maria, du coup, pour votre torréfaction collaborative, alors, comment ça, il y a eu plus de projets, moins de projets? Comment ça s'est passé? Bah, le Covid, c'était ce qui a déclenché la torréfaction collaborative. Du coup, en effet, jusqu'à 2019, décembre 2019, on était 5 torréfacteurs collaboratifs. Donc, on avait encore un peu de mal à faire vivre les projets en tel quel. Ça restait toujours un rêve. Et on était 5 et ça ne bougeait pas plus que ça. Et le Covid arrive et là, c'était l'explosion. Donc, 3 mois après, j'avais tous les jours, quelqu'un qui me contactait. Maria, je suis informaticien, je suis financier, je travaille dans la banque, dans le marketing, etc. Beaucoup d'appels, des gens qui, tous avec le même constat, qui voulaient revenir à un métier manuel, voilà, quelque chose qui donne plus de sens à la vie. Et c'était très intéressant d'entendre tout cela parce que c'était enrichissant et très motivant pour nous. Mais on a essayé aussi d'être des pavants du rêve. C'est-à-dire que quand on voyait qu'il y avait des gens qui venaient avec des projets qui n'étaient pas du tout construits, on ne peut pas non plus tous devenir torréfacteurs d'un jour à l'autre. Ce n'est pas vrai. Même s'il y a la place pour beaucoup de monde, ce n'est pas vrai que d'un jour à l'autre, j'ouvre une torréfaction, que c'est facile. Il y a un côté romantique. C'est beau, c'est des produits nobles, on est beaucoup de passionnés, des gens qui ont beaucoup de talents. C'est une filière qui est incroyable, mais il y a une réalité aussi physique, économique. Et voilà, c'est pas que du rêve. Donc quand j'entendais des gens qui m'appelaient et qui étaient vraiment avec un projet pas du tout construit ou on sentait que c'était pas des personnes qui pouvaient se lancer dans la torréfaction, j'étais sincère, on était sincère, on disait il faut réfléchir un peu, se former, ou pourquoi pas commencer à travailler chez quelqu'un avant d'investir 100 000, 200 000 euros, etc. et de se lancer. Donc on a essayé aussi, pas de faire les tris, mais d'être transparent vis-à-vis de ces personnes qui venaient nous chercher et qui nous cherchent encore aujourd'hui en disant, voilà, on veut accompagner ces projets qui veulent se donner toutes les chances de réussir. C'est vrai, il y a encore de la place pour beaucoup de monde. Dans les cafés de spécialité en France, on reste, je pense, ça reste petit. Mais ce n'est pas non plus vrai que d'un jour à l'autre, tout le monde pourra ouvrir une torréfaction et réussir. Donc, il y en aura beaucoup qui vont devoir fermer au bout de quelques années et d'autres qui vont réussir. Et puis, c'est comme ça, c'est les marchés, donc c'est normal. Donc aujourd'hui, vous accueillez encore des nouveaux ou là, vous avez atteint, je crois que c'est 26, hein, tu m'as dit. Aujourd'hui, on est 26 actives. Et on a acquis il n'y a pas longtemps une nouvelle machine qui nous a multiplié par 4, 5 notre capacité installée. Donc oui, on accueille des projets, on essaye d'être sélectif dans les projets. Et une torréfaction collaborative n'est pas faite pour tout le monde. Et il faut savoir adhérer à une charte des valeurs, parce que finalement, on travaille tous avec les mêmes produits, on est à Paris, Île-de-France, etc. Et il ne faut pas qu'on se tire dans notre patte. Il faut construire, il faut avoir cet esprit collaboratif. Et du coup, c'est pour ça qu'on se doit être aussi sélectif, parce que les 26 personnes qui travaillent chez nous, ils sont très vigilants de qui sont les nouveaux torréfacteurs qui arrivent. Et quel est leur marché, avec quel café ils vont travailler, et quelle est leur chalandise, qu'est-ce qu'ils veulent leur différencier. Parce que finalement, chaque projet est unique et différent.
Donc oui, il y a encore de la place, mais on essaye d'être quand même sélective par rapport au projet qu'on accueille. Voilà, c'est important pour si certains d'entre vous pensent à se lancer dans la torréfaction. Ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est que c'est une solution qui s'ouvre aux torréfacteurs débutants. Mais il ne faut pas arriver en se disant bah, tiens, je vais acheter quelques kilos de café vert et je vais commencer à torréfier. Et voilà, il va falloir en tous les cas avoir des arguments un peu plus convaincants pour Maria et Andrés et leur prouver que vous avez plus réfléchi à votre projet. Mélanie, je voudrais revenir toi sur voilà, ce que ça t'a permis parce que finalement c'est ton expérience, même si maintenant ça fait quelques années, mais je pense que les 3 dernières années, toi aussi, t'ont permis de donner une nouvelle dimension à ton entreprise. Oui, alors nous, chez Chunky Gourmet, donc moi j'ai racheté un fonds de commerce avec une marque existante, mais j'ai transformé le projet qui avait été créé autour de cette marque. Et le premier projet que j'ai développé, sur le premier pari que j'ai fait, ça a été de vendre du café de spécialité en grande distribution. Ça, je l'ai lancé, j'ai commencé à vraiment développer ce projet en 2019 et j'ai embauché quelqu'un à temps plein pour le faire, un commercial, en janvier 2020. Bon, le Covid arrive. En fait, on travaille en grande distribution, mais on travaille en direct avec chacun des magasins, comme on pourrait travailler avec des épiceries. Sauf que nous, on a choisi un autre type de clientèle. Arrive le Covid, tous les magasins nous ferment leurs portes en disant « Nous, on veut limiter au maximum, on veut protéger nos salariés, on limite en fait le contact entre les fournisseurs et les salariés. » Sauf que nous, on représente une mini-goutte d'eau dans ce qui se vend dans un supermarché. Donc, nos clients nous disent « on ne veut plus vous voir et si nous, on n'y va pas, on sait qu'on n'a pas de commande. » Donc, pendant quelques semaines, on se demande ce qui va se passer. Et puis, les choses s'organisent et magasin par magasin, on arrive à y retourner et on arrive à récupérer notre place. Entre-temps, on s'était quand même, en quelques mois, on avait gagné en notoriété. Et puis le fait aussi de gagner le concours de meilleur torréfacteur de France en 2019 avait continué à asseoir notre notoriété puisqu'on a bénéficié de retours de presse assez réguliers pendant 1 an. Et donc en fait les clients, les consommateurs nous avaient bien repérés et ont commencé à nous demander puis à nous redemander. Et donc les supermarchés se sont aussi aperçus qu'on avait vraiment notre place. Et donc ils ont petit à petit réaccepter à ce qu'on revienne dans les magasins. Et au-delà de ça, ça a fait tache d'huile. Et comme on faisait le job, on n'avait pas de rupture, on avait continué à travailler. Et en fait, nous, à l'inverse, de beaucoup de monde, nous, ça a été un véritable tremplin, ce Covid. On est passé, je pense, en 1 an de 15 à 100 magasins. Donc ça a été assez incroyable. Mais ça a demandé d'autres choses, et notamment on avait aussi une embauche en cours à la torréfaction qui commençait le 1er avril et nous avons été confinés je crois le 25 mars et donc moi j'avais tout de suite appelé cette personne en lui disant ne t'inquiète pas, on ne sait pas ce qui va devenir de nous mais dans tous les cas tu viens et si on doit moins travailler j'aurai plus de temps pour te former. Et cette personne est venue et finalement, le fait est que oui, on a eu 15 jours qui ont été beaucoup plus calmes et où il a fallu tous qu'on s'organise aussi à niveau personnel parce qu'on est beaucoup à avoir des enfants et moi personnellement, mon mari et moi, nous travaillons et nous ne pouvions pas nous arrêter de travailler pendant le Covid, donc ça a été une période particulièrement dure avec 2 enfants en bas âge, donc vraiment très compliqué. Mais bref, cette personne-là, je lui dis, voilà, viens, et je l'ai formée. On a vraiment beaucoup travaillé que tous les 2 pendant 15 jours. Et puis après, il a commencé à prendre son poste, vraiment la torréfaction. Et puis après, il a fallu qu'il se mette très vite dans le bain parce qu'en effet, ça a été un tremplin incroyable. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que toi, ça t'a ouvert, pour le coup, un marché, un énorme marché. Parce que de passer de 15 supermarchés à 100
combien Oui, une centaine. Une centaine, voilà, c'est quand même extraordinaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ces années post-Covid, ou les années Covid et du coup le post-Covid, ça vous a tous apporté quelque chose dans votre vie et dans votre parcours. Ce que je trouve positif, parce que c'est vrai que c'est des moments qui sont quand même difficiles, hein, ça a été dur pour beaucoup de gens. Et le fait d'avoir des événements comme ça qui nous changent la vision des choses, on s'aperçoit qu'à titre personnel, ça peut changer le cours de notre vie, mais ça peut aussi changer le cours de notre vie positivement dans une entreprise en nous offrant d'autres perspectives. En tous les cas, moi, c'est ce que j'en retiens sur vos expériences à toutes les quatre. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, hélas, parce qu'on pourrait, voilà, moi j'aurais plein de questions à vous poser. Mais je voudrais un peu revenir sur les femmes et la place des femmes dans le café, et particulièrement sur, même si on n'a pas les chiffres, c'est dommage, hein, parce qu'on m'a posé les questions pendant la préparation. Est-ce qu'on a des chiffres? Combien il y a de femmes torréfactrices? Combien de femmes se présentent au concours, etc. Alors, on n'a pas de chiffres, mais par contre, ce qu'on a tous constaté, toutes constaté, c'est que les femmes sont minoritaires. Alors, les femmes sont minoritaires surtout sur certains types de postes, mais moi je le vois surtout dans les concours. Et je pense que c'est juste un frein que les femmes se mettent, et c'est les freins qu'on abordait tout à l'heure, ce fameux frein de la légitimité, de dire mais moi, qu'est-ce que je vais faire là? Je connais personne, j'ai jamais fait. Non, mais enfin, les hommes qui sont là non plus, potentiellement n'ont jamais fait, etc. Mais à un moment, il faut y aller et c'est pas grave. Et vraiment, moi, quand j'ai gagné le concours de meilleure torréfactrice de France, j'étais la seule femme en lice. On était 12 et il n'y avait qu'une seule femme. Et je trouve ça un petit peu triste. Mon expérience, où il m'aura fallu 15 ans pour me sentir légitime, et en étant peut-être surdiplômée quasiment du café, honnêtement, je trouve ça triste. Et j'aimerais vraiment, si j'ai un message à passer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former, mais ça veut dire surtout qu'il ne faut pas attendre d'essayer d'obtenir cette absolue excellence avant de se sentir légitime. Faut y aller, c'est tout. Et puis après, il faut continuer de se former et continuer d'apprendre. Merci Mélanie. Du coup, voilà, c'était une réponse à ma question, à ma dernière question à chacune d'entre vous. C'est donc, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message justement aux femmes qui nous écoutent et qui se disent « Ah tiens, cette filière, ça m'intéresse, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça va pas être trop compliqué pour moi? Est-ce que j'ai ma place ?» Qu'est-ce que vous leur diriez, chacune d'entre vous? Alors, je dirais qu'il y a la place pour toutes. Il y a des entrepreneuses, des baristas, des torréfacteurs. Et je pense qu'il faut juste y aller à un moment donné. Et il faut se lancer. Et il faut savoir prendre des risques. Et il faut savoir se tromper, pas avoir peur de ça. Et en l'occurrence, moi aussi, j'ai eu la chance de compter avec des hommes et des femmes aussi, et qui m'ont entourée. Et parfois, si on ne les sent pas de se lancer seul, pourquoi pas se lancer avec quelqu'un d'autre? Voilà. Mais pas avoir peur de se tromper. Finalement, il faut prendre des risques à un moment donné. Oui, pas avoir peur de se tromper, c'est pas français ça. En France, on a vraiment cette culture on se trompe, on échoue et on n'aime pas ça. Ça, c'est vraiment très français. Moi, en parlant avec les cultures plutôt anglophones, c'est pas eux, au contraire. Tu échoues, tu rebondis, tu refais, tu recommences jusqu'à ce que tu réussisses. Et si tu réussis pas une fois, deux fois, trois fois, j'entendais cette incroyable interview de Cyril Lignac. Je ne sais pas si vous connaissez son parcours, mais alors lui, il s'est planté, mais je l'ai entendu, il a quand même allumé au chalumeau, il a fait prendre le feu le jour du concours où il se présentait pour je ne sais plus quel truc, il a mis le feu au plateau, quoi. Et il raconte ça maintenant, quand on l'entend parler, on se dit mais c'est génial, et il raconte 3 fois il a échoué et 3 fois il a recommencé. Donc voilà, je trouve que c'est un beau message. Voilà, je pense qu'en France, on a peur de l'échec.
Et vous, aujourd'hui, toutes les quatre, vous êtes symbole de réussite. C'est vrai qu'on a la culture en France, on voit plus les challenges comme un risque, alors que les anglo-saxons vont plus parler d'aventure, de venture. Et là, c'est là où il doit y avoir un changement de logiciel, je pense, dans la tête des gens, des jeunes ou moins jeunes, en fait, qui se lancent. Il faut se lancer dans le vide. Il ne faut pas avoir peur. Il y a un moment, il faut y aller et ne pas regretter et ne pas arriver et être vieux et se dire « Ah, si j'avais su, j'aurais aimé au moins essayer. » Juste essayer, si ça ne marche pas, on ferait autre chose, mais au moins se lancer et lancer les dés sur le plateau de jeu de votre vie, quoi. C'est le conseil que je donne, quoi. Bon, bah super. Marie? Je suis tout à fait d'accord parce que pour le coup, bon, petite carrière, donc je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion de me poser la question, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je refuse de me réveiller le matin sans savoir pourquoi je me réveille le matin, ou alors pire, de ne pas aimer ou de m'ennuyer. Voilà. Tout le monde, je pense, dans ce milieu-là, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète ce terme de métier-passion. Ce métier-passion, c'est pas juste une passion un peu vague, c'est pas un hobby. Je pense qu'il faut vraiment trouver chacun, qu'on soit un homme, une femme, X ou Y, j'en sais rien, ce qui nous anime. Ce qui nous donne envie de nous lever, que ce soit par exemple l'aromatique. Moi je sais qu'aujourd'hui c'est ça qui va me guider, que ce soit le sens du service, que ce soit la technique, que ce soit parler à des gens, que ce soit... Il y a énormément de métiers dans le milieu du café. Il faut trouver ça et il faut juste s'y accrocher. Alors oui, c'est facile de dire ça quand finalement, pour le coup, je me suis pas encore plantée, que j'ai pas l'impression d'avoir pris tant de risques que ça. Mais en tout cas, je connais pas mal de femmes et d'hommes, de personnes de cette génération qui sont dans cette dynamique-là de je vais où le vent me porte. Mais en fait, c'est moi qui vais souffler dans mes propres voiles et je vais y aller à fond, je vais y aller loin et je vais tout donner. Voilà. Donc, très belle image. Il y a de l'espoir, je dans trouve. ses propres voiles, j'adore. Mélanie, tu veux le mot de la fin? Oui, il sera très court, c'est juste faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance et construisez vos projets. Ça se construit vraiment. Il ne faut pas juste se réveiller le matin et dire allez, j'y vais. Ça se construit, mais faites-vous confiance, vous pouvez vraiment y arriver, ça j'en suis certaine. Ouais, c'est super. Et moi, je rajouterais un mot, peut-être, c'est soyez curieux. Intéressez-vous aux autres, intéressez-vous au métier, intéressez-vous au secteur, posez des questions. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter, à vous interviewer. Merci mesdames et on se retrouve à très bientôt. Merci.